Ok, donc bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette présentation sur comment se qualifier aux mondiaux aussi au Grand Fond de Vosges. Mon objectif dans cette présentation est de vous aider à réaliser votre meilleure performance le 19 mai et, je l'espère, à vous qualifier pour les championnats du monde qui se dérouleront au Danemark plus tard cette année. Donc, commençons par parler de ce qu'il faut faire pour se qualifier. La meilleure façon de se faire est de regarder en fait ce qui s'est passé lors de cette même épreuve en 2023. Donc, on va regarder ça rapidement. Donc, voici les temps d'arrivée et les vitesses moyennes de la dernière personne à se qualifier dans chaque catégorie du grand fondo. La règle veut que les premiers 25% soient qualifiés dans chaque catégorie, en fait. Donc, ainsi, en fonction de votre âge, en 2023, vous devez atteindre une vitesse moyenne comprise entre 29 km par heure pour les hommes âgés de 55 et plus et 32,7 km par heure pour les plus jeunes. Compte tenu du dénivelé du parcours, il s'agit d'un niveau élevé. Il n'y a aucune raison de s'attendre, à mon sens, à ce qu'il en soit autrement en 2024. Donc voilà à quoi il faut s'attendre. Alors voici les mêmes données pour le médio fondo, pour les hommes de 60 ans et plus et pour toutes les femmes. Donc, je ne vais pas commenter ces chiffres en détail, si ce n'est pour dire qu'il s'agit là aussi d'un niveau assez élevé quand même. N'oubliez pas que la vitesse moyenne est calculée sur un parcours avec beaucoup de dénivelé, et donc vous ne pouvez pas le comparer à votre vitesse moyenne sur un parcours plat. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut comparer les choses qui sont comparables. Voilà, donc voici les deux parcours pour cette année. Ils ont un peu changé depuis 2023, mais ils ont à peu près la même distance et les mêmes caractéristiques. Au niveau du grand fondo, il y a 14 montées plutôt courtes euh, et le plus long entre eux étant de 8 km, mais ça c'est en partie un faux plat. Donc la moyenne de longueur d'une montée sur le grand fondo, c'est 4 km. Sur le médio fondo, il y a 11 montées courtes. Et là aussi, le plus long, c'est 8 km, c'est celui de presque à la fin. Euh, enfin, non, c'est avant-dernier. Et là aussi, il y a pas mal de faux plats quand même. Donc, la moyenne des montées sur le médio fondo, c'est 4,3 km. Le seul montée raide sur les deux parcours, d'une certaine longueur, enfin, évidemment, il y a des petites sections, mais le seul montée raide d'une certaine longueur, c'est le quatrième de toutes ces montées-là, vers le col du Mont de Fourche, qui comprend à peu près 2 km à entre 10 et 13%. Pour le reste du temps, les pourcentages sont assez abordables entre 3, 4, 5, 6%. Alors, les deux parcours sont identiques jusqu'au kilomètre 90,5 où ils divergent. Et les deux départs ne sont séparés que de 15 minutes, de sorte que les coureurs les plus rapides de la Medio Fondo rattraperont assez rapidement les coureurs les plus longs du Grand Fondo. Donc, comment les montées sont courtes, oh, enfin, tous ceux qui veulent se qualifier pour les monteront en 15 à 20 minutes et rouleront principalement en I4 ou même en I5 pendant une partie du temps. Donc, ça va être très intense, ce parcours, enfin, ces deux parcours. Il y a deux qualités essentielles pour se qualifier sur ce parcours. Le premier, c'est de rouler en peloton et bien rouler en peloton, même dans les montées, car les pentes sont souvent inférieures à 5 à 6%. Et il faut aussi savoir s'alimenter pour les efforts importants en I3, bien sûr, mais aussi en I4 et en I5. Mais avant d'entrer dans les détails, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de l'affûtage. Il reste 15 jours avant l'épreuve. Vous devrez continuer à vous entraîner normalement jusqu'à environ 5 à 10 jours avant. La durée de 5 à 10 jours avant est une fourchette assez large, je suis bien conscient, car l'affûtage, en fait, est très individuel. Et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. La réduction progressive de volume doit être plus longue si vous êtes plus âgé, moins en forme, moins fort,
ou si vous récupérez lentement et plus courte dans les cas contraires. En cas de doute, il vaut mieux arrêter plus tôt. N'oubliez pas que l'objectif de la réduction progressive est d'éliminer la fatigue sans perdre la forme. Donc, s'entraîner à fond jusqu'à l'épreuve est très risqué pour les petits gars, en fait. Donc, en cas de doute, diminuez plutôt. Ma suggestion générale, c'est de réduire le volume d'entraînement d'au moins 50% au cours des derniers jours, mais de maintenir au moins une certaine intensité quand même, donc un peu d'intensité quand même. Encore une fois, il s'agit d'une démarche très individuelle et en particulier pour les coureurs très forts, un affûtage minimum peut s'avérer bénéfique. Mais ça, il faut tâtonner parce que c'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Personnellement, j'ai appris qu'avec l'âge, il est préférable d'éliminer toute fatigue que d'essayer de s'entraîner jusqu'au bout. Donc, moi, je fais un affûtage plutôt long. Alors, juste avant l'épreuve, il est intéressant de faire une surcharge en glucides. L'objectif de ce surcharge en glucides est de s'assurer que vos réserves de glycogène sont pleines avant le départ, de la même manière que vous feriez le plein de votre voiture avant un long voyage, bien sûr. Alors, ce n'est pas la peine d'être obsessionnel, il suffit de manger une portion supplémentaire de glucides par repas le jeudi et le vendredi avant l'épreuve, puis de manger normalement le samedi. Il ne faut pas aller plus loin que ça. N'oubliez pas de compenser les calories supplémentaires en mangeant moins de graisse ces 2 jours-là, c'est-à-dire en réduisant votre consommation de beurre, d'huile, de fromage, de viande grasse, etc. Si vous mangez beaucoup de pâtes, n'y allez pas trop fort avec l'huile d'olive et le parmesan. Vous pouvez encore prendre un peu de poids à cause de ça, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il s'agit essentiellement d'eau stockée avec le glycogène qui sera libérée au cours de l'épreuve. Donc, ce n'est pas des graisses. Cette petite augmentation de poids, ce n'est pas des graisses, en fait, c'est de l'eau stockée dans votre corps. Alors, regardons donc le départ et la première partie du parcours. Vous avez besoin d'un très bon échauffement pour être prêt pour le départ qui va être très rapide en montée. C'est un départ en montée. On va voir ça en détail tout à l'heure. Faites au moins 15 à 20 minutes d'échauffement et incluez quelques efforts courts et intenses pour augmenter votre rythme cardiaque. Alors, il est très avantageux de partir à l'avant. Donc, mettez-vous tôt dans le sas et ensuite tenez-vous au chaud dans cette sas. Si possible, si vous avez un accompagnateur, confiez votre veste chaude à lui ou à elle avant le départ. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez utiliser des sacs poubelles et les jeter à la dernière minute, hein. C'est un peu malheureux, mais enfin, ça peut marcher. Alors, soyez prêts mentalement, c'est-à-dire préparez-vous mentalement à un effort important au départ. Et enfin, buvez, mangez un gel 2 minutes avant le départ. Il est important d'être bien hydraté car il sera très difficile de boire pendant les 45 à 60 premières minutes, donc au moins de manger. Donc le départ est la première montée. Le départ sera évidemment très dur car tout le monde veut franchir la première montée dans le groupe de tête. Et le départ est en montée tout de suite. Donc, il y a 1,8 km de montée, 73 mètres au total de dénivelé, et ça fait 4% en pente. Donc, ce n'est pas très, très pentu, mais il va falloir faire un très gros effort de 4 à 5 minutes, a priori, en fonction de votre niveau. Il faut savoir qu'il y a un virage à gauche après 1,3 km, mais ce n'est pas un virage dangereux, c'est large et assez facile. Donc, au départ, il faut que vous choisissiez une roue bien costaud et vous essayez de le suivre. Ensuite, une fois la montée passée, vous aurez une descente de 9 km pour récupérer. Donc c'est pas grave, vous faites un gros effort sans vous mettre totalement dans le rouge, bien sûr, et vous allez avoir 9 km de descente pour récupérer.
Alors, voici le virage à gauche. Vous voyez que c'est assez large. Ça va être évidemment sur route fermée à cet endroit. Mais prenez l'intérieur de ce virage. Donc, restez bien à gauche. J'aimerais bien vous montrer ce à quoi ça va se ressembler au départ. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de 1 minute. Donc, on y va. Donc, voici le départ. Donc, comme toujours, départ extrêmement long jusqu'à ce que tout le monde arrive à se chausser et passer la ligne. Et ensuite, boum, on accélère et on voit que tout le monde essaie d'être devant. Il y a des gens plus lents, des gens plus rapides. Donc, on pousse, on essaie de faufiler entre les gens. Euh, alors là, il y a quelqu'un qui me bloque, donc je prends la droite, Et voilà, maintenant on est sur un montée et vous allez voir à quelle vitesse ça monte. Là, je suis carrément en I5 et il y a des gens qui me doublent. Je suis en I5. Regardez cette personne qui vient de me doubler à droite, il est évidemment très costaud. Donc j'essaie de faufiler, il y a des gens qui me bloquent. C'est comme ça toujours dans un montée au départ. Vous pouvez vous attendre à exactement la même chose au départ du Grand Fond de Vosges dans 2 semaines. Donc, une fois la montée passée, il y a 9 km de descente de ce col à moins 3,5%. Donc, c'est une grosse faux plat. Enfin, c'est un peu plus qu'un faux plat, si vous voulez. Donc, il y a pratiquement que un seul virage qui est facile. Vous voyez là, il y a un virage à gauche, mais c'est facile, il n'est pas dangereux. Mais ensuite, c'est plutôt en ligne droite. Donc, il faut rester très vigilant en raison de la vitesse qui va être sans doute très, très élevée. De nombreuses personnes vont descendre de manière très, très agressive. Donc, soyez vigilants. Le début de la descente est sur le col. L'arrivée, la fin de la descente est en bas là. Voilà, donc c'est une route droite, virage à gauche facile, la vitesse sera très élevée. Voilà. Ensuite, à la fin de cette première descente, il y a un virage à droite au kilomètre 10,8, juste avant le kilomètre 11, alors, et vous allez arriver sur ce virage à une vitesse très élevée parce que c'est encore en descente. Donc, il faut se placer. Alors, le risque, c'est que ça entraînera des embouteillages parce que tout le monde va devoir se ralentir. Donc, il y aura des embouteillages et un risque de mauvaise appréciation du freinage. Donc, ça peut être assez dangereux, cette première virage à droite. Donc, faites attention. À mon sens, il faut se placer du côté droit de la route pour prendre le virage à droite. Voici à quoi ressemble le virage sur Google Earth. Euh, voilà, vous voyez que c'est en zone résidentielle, c'est relativement étroit et il va y avoir beaucoup de monde qui arrive très vite à ce virage. La descente se poursuit après le virage sur une centaine de mètres avant le deuxième montée qui commence quasiment, enfin 200 mètres après. Donc là, il faut que vous essayiez de conserver le plus de vitesse possible dans le virage, puis accélérer à une cadence élevée pour atteindre le bas de la montée en vitesse et en souplesse et continuer sur votre lancée avec une cadence élevée dans la première partie de l'ascension. Voici à quoi ressemble le début de cette deuxième montée. Donc, vous voyez, la route n'est pas très large. Elle fait 5,4 km à 4,1%. Il serait donc utile de s'accrocher à une roue forte devant vous. Le sommet de la montée se trouve au col de la Croix des Moines. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt que de ralentir comme le font la plupart des gens, essayer d'accélérer au col dans les derniers hectomètres pour gagner quelques places et pour être en bonne position pour la descente. Donc, essayez de passer le col en vitesse. Comme ça, vous pouvez doubler des gens et voilà, vous bien placé pour la descente. Voici à quoi ça ressemble, le sommet de la montée. Le parcours quitte la route principale à gauche à cet endroit et ça plonge donc à gauche. Alors, la descente comporte plusieurs virages en épingle. Le premier se trouve après juste 1 km. Le pente juste avant le premier virage est à moins 8%. Donc, vous arriverez très, très vite sur ce virage. Voici à quoi cela ressemble. La route est assez étroite. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Donc, attention, attention. Après 5,5 km de descente, vous traverserez le village de Cornimont, puis il y a encore 6 km de faux plat descendant.
Attention, là encore, il y a un virage serré à droite, un corniment. Assurez-vous là encore d'être à l'intérieur de ce virage, donc placez-vous à droite. Prenez l'intérieur, vous le voyez là, virez bien et mettez-vous dans les roues pour les 6 kilomètres suivants qui sont en faux plat. Donc, je vais arrêter l'analyse de l'itinéraire ici, mais si vous voulez vraiment vous qualifier, je vous conseille de continuer l'analyse vous-même. Essayez d'identifier chaque goulot d'étranglement ou autre endroit où vous devez être à l'avant du groupe. Alors maintenant, on va parler de l'allure. Donc voici une citation de l'un des experts en la matière, Matt Fitzgerald. Bien réguler l'allure est là de trouver sa limite. Vous voulez être sur la limite tout au long. Et pour adopter cette bonne allure, il faut constamment se poser la même question, encore et encore. Puis-je maintenir ce niveau d'effort sur la distance restante? Ou encore, est-ce que je vais un peu trop vite, à peu près bien ou un peu trop lentement? Alors, sur le Grand Fond de Vosges, la plupart des montées sont assez courtes, comme on a vu, donc vous les ferez à intensité I4 ou même I5, donc au niveau seuil ou même au-dessus. Rien de ce que j'ai dit jusqu'à présent ne vous indique exactement à quelle intensité rouler en termes de chiffres réels. J'ai parlé de calibrer votre allure pour qu'il soit aussi proche que possible de votre limite pour la distance, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, votre allure de course devrait être basée sur des preuves et pas sur des espoirs. Il est important de noter que votre évaluation est sujette à des erreurs, en fait, à cause de l'adrénaline qui coule dans votre sang au moment de la course et à cause des autres cyclistes qui vous dépassent, donc qui vous donnent envie de rouler plus vite. Il faut savoir que les miracles ne surviennent que très rarement et il est peu probable que vous soyez beaucoup plus fort dans les Vosges que vous ne l'étiez à l'entraînement ou lors d'autres événements. Donc, voyons comment vous pouvez utiliser vos données pour créer un plan d'allure pour vous-même. La meilleure preuve provient de votre capteur de puissance. En supposant qu'il soit toujours calibré et que les données soient exactes, il fournit un très bon cadre de référence. Par contre, si vous n'avez pas de capteur de puissance, vous devez vous fier à vos sensations. Donc, regardez ce que vous avez réalisé lors d'événements précédents ou lors des tests et utilisez-les comme point de départ. Dans l'exemple, donc ça c'est ma courbe de puissance-durée, mes propres données. Donc, dans cet exemple, mon meilleur 5 minutes était de 341 watts. Je sais que lorsque j'ai fait cela, j'ai complètement vidé le réservoir. Donc, je sais aussi qu'il serait bête d'essayer de faire une montée de 5 minutes en course à une puissance même proche de celle-ci et que je devrais probablement viser 20 ou 30 watts en dessous. Le choix de la puissance inférieure est une question d'expérience, de jugement et bien sûr de capacité actuelle. Donc voilà, vous voyez ici ma meilleure 10 minutes, 310 watts. Donc pareil, il faudrait que je me place, je ne sais pas, 290 ou même 280. Et pour 20 minutes, probablement, je me placerai à 275 ou 270. Alors, si vous faites la même analyse pour vous-même, vous pouvez établir des objectifs pour chaque ascension en fonction de sa longueur. Vous obtiendrez les meilleurs résultats en réalisant chaque ascension à la puissance la plus élevée possible tout en restant dans les roues, hein, en prenant donc la roue d'un costaud devant vous. Alors, voici quelques conseils supplémentaires pour les montées, donc au-delà de l'allure. Donc, il faut bien sûr connaître la longueur de la montée. Si votre compteur de vélo vous indique la distance jusqu'au sommet et le pourcentage moyen, ce qui est le cas de beaucoup de compteurs de vélo maintenant, cela peut vraiment vous aider à doser votre effort dans une montée pour rester dans le groupe. Par exemple, dans une montée de 5 à 10 minutes, si vous savez que vous êtes près du sommet, mais vous êtes très près de la limite, vous pouvez mettre un peu de 10-5 dans les 2 dernières minutes pour y rester. Mais si vous vous trompez et qu'il s'agit d'un faux sommet avec en réalité 4 minutes de plus jusqu'au vrai sommet, vous perdrez beaucoup de temps à récupérer de cet effort intense alors que vous êtes encore dans l'ascension. Donc, il faut savoir
combien de temps il vous reste au sommet avant de s'engager dans un réel effort en I5. Essayez de démarrer les montées, toutes les montées, près de la tête du groupe avec lequel vous roulez. Cela signifie que vous pouvez grimper un peu moins fort et vous laisser glisser un peu au sein de ce groupe sans le perdre. Donc ça, c'est quand même intéressant. L'allure dans la plupart des montées sera suffisamment rapide pour que vous puissiez profiter de l'aspiration. Alors, n'hésitez pas, c'est vraiment important. Vous prenez un roue. Si ce n'est pas le bon roue, bah, vous trouvez un autre et vous restez dedans. Ensuite, observez les coureurs autour de vous, les autres membres de votre groupe. Si vous êtes à votre maximum et vous êtes sur le point d'être lâché alors que le reste du groupe semble être OK, il est probable que vous ne résisterez plus longtemps. Vous arriverez peut-être avec eux jusqu'au sommet de cette montée-là, mais ils vont certainement vous lâcher sur le prochain. Donc, ne vous tuez pas pour rester avec eux. Le groupe suivant sera un peu plus lent, mais de pas beaucoup, et ça serait peut-être mieux pour vous. Donc, gardez votre énergie pour rester avec le groupe suivant. Si vous grimpez au milieu d'un groupe et que vous travaillez dur, mais que tous les autres ont l'air de travailler dur aussi, c'est un bon groupe pour vous et il va probablement ralentir euh, car tous les autres se fatiguent à un rythme similaire. En fait, tout le monde se fatigue à peu près au même moment. Donc, faites des efforts pour rester dans ce groupe si vous observez que tout le monde semble souffrir à peu près autant que vous. Alors, pour se qualifier, il est essentiel d'être confiant et expérimenté en peloton. Si vous n'avez pas d'expérience de peloton, le Grand Fondo Vosges n'est pas l'endroit pour apprendre, franchement. Je vais supposer dans cette présentation que vous avez déjà un bon niveau et donc je ne passerai pas de temps à parler des bases pour savoir comment rouler dans les roues. Moins vous êtes à l'aise à rouler très près de la roue du coureur devant, plus vous devez faire des efforts et plus vite vous serez lâché. Donc vraiment, bonne technique en peloton, ça va se payer énormément lors d'une épreuve comme celle-ci. Alors, le premier point, donc, est évident. Vous devez chercher à être dans un groupe un peu plus fort que vous, mais pas trop parce que vous devez pouvoir y rester. Mais si vous êtes vraiment très bon à rester dans les roues, vous pouvez rester dans un groupe qui est plus fort que vous. Par contre, si vous êtes moyenne, ben à rester dans les roues, vous allez vous faire lâcher, même si vous avez euh, autant de capacité. Alors, le reste est une question de positionnement. Le positionnement est vraiment essentiel dans le groupe. Où se situer dans le groupe et surtout quand passer devant, à la tête. Si le groupe est relativement petit, disons moins de 10 coureurs à peu près, et se passe les relais, ben, il faut participer. Donc, tourner à tour de rôle, c'est souvent plus facile que d'essayer de faire ça que d'essayer de rester dans les roues à l'arrière et cela permet au groupe d'avancer beaucoup plus vite lorsque vous travaillez tous ensemble. Ce n'est qu'un effort de 15 secondes à la tête et vous serez de nouveau dans un roue lorsque la prochaine personne passe devant vous. Donc, faites un réel effort pour aller à la tête du peloton. Donc, vraiment, il fait un effort, même en I5, pour passer à la tête du peloton avant les intersections serrées, où il va certainement en avoir un effet de concertina après l'intersection. Si vous devez faire un virage très serré à droite ou à gauche, ben, forcément, les gens ralentissent et il y a un effet concertina. Et après, tu dois faire un effort extraordinaire pour re-rentrer dans les roues. Donc, et si vous êtes devant, ben, ce n'est pas un problème. Même chose au début des montées, on en a déjà parlé. Et enfin, enfin, tout autre goulot d'étranglement qui peut exister, qui va faire en sorte que le groupe est obligé de se ralentir et ça crée un effet de concertina. Alors maintenant, on vient à ce qu'il en est de l'alimentation, donc la nutrition et l'hydratation. Le fait de bien ou mal s'y prendre à ce niveau-là aura un impact considérable sur vos performances, en particulier sur le grand fondo, mais également sur le médio fondo.
Donc, il est important de comprendre que sur le grand fond d'eau, vous allez dépenser 4000 calories à peu près, hein, c'est une estimation supplémentaire, en plus des quelques demi-calories dont vous avez besoin pour rester en vie. Alors, il est impossible de consommer autant pendant l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'un gel ou une barre contient moins de 150 calories. Donc, il faudrait consommer 25 ou plus pour atteindre ce niveau de 4000. C'est vraiment pas possible. Comme je l'ai déjà mentionné, la première chose à faire est de commencer avec un réservoir plein. Donc, vous mangez des glucides jeudi et vendredi et vous prenez le petit déjeuner 3 heures avant la course. Vous mangez normalement la veille en limitant des fibres. Et puis, bon, le petit déjeuner, bah, c'est plein de glucides 3 heures avant le départ. En particulier si votre digestion est lente. Il faut se lever tôt. En fait, moi, je réglerai mon alarme à 4 heures du matin. Je mangerai quelque chose de facile que je digère très facilement et puis je me rends. À ce stade, l'alimentation est plus importante que le sommeil. Donc, même si je m'endors mal, c'est mieux d'avoir mangé que de ne pas avoir mangé. Alors, en course, donc une fois que vous êtes parti, le moment où vous pouvez manger et boire dépend davantage du moment où vous pouvez que d'un schéma préétabli. Vous pouvez faire tous les plans sur le comète que vous allez manger telle ou telle chose à tel ou tel moment, mais ça dépend de ce qui se passe en course, en fait. Donc, soyez très prudent lorsque vous roulez vite au sein d'un groupe. C'est très dangereux de manger à ce moment-là. Si vous n'êtes pas totalement sûr de pouvoir prendre et remplacer votre bidon sans regarder en bas, vous ne devriez même pas l'envisager. Donc, en résumé, chaque fois que vous avez l'occasion de boire, parce que c'est secure, enfin, c'est pas dangereux, profitez-en. Manger et boire, donc, vous voulez commencer depuis le départ, si possible, mais c'est vraiment au moment où c'est possible. Donc, il faut essayer de viser les 60 à 90 grammes ou les 250-500 calories par heure, mais encore une fois, c'est en fonction des possibilités. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut essayer de consommer un bidon ou un gel toutes les, toutes les 20 ou 30 minutes maximum. Il faut savoir que manger et boire à I5, donc lorsque vous roulez fort, est beaucoup plus difficile qu'à I3 au niveau tempo. Donc, lorsque vous roulez à I5, si vous essayez de manger, vous risquez de perdre la roue avant ou, presque pire, vous risquez d'aspirer ce que vous essayez de manger parce que vous êtes vraiment en train de respirer très fort. Choisissez donc le moment où l'allure se relâche un peu pour manger. Alors, je conseille de préférer les gels aux barres énergétiques ou à toute autre chose solide pour une épreuve comme celle-ci. Simplement, c'est tellement plus facile à sucer un gel que de manger un bar il faut croquer. Il faut déjà l'ouvrir et croquer. Si vous tenez à manger des bars, ben, déballez-le en avance. Donc, comme ça, au moins, vous n'avez pas à les déballer. Alors, au niveau des ravitaux, si possible, ne vous arrêtez pas. C'est pas forcément possible, surtout sur le grand fond d'eau. Donc, si vous devez vous arrêter, voici les points de ravitaillement. Pour les deux parcours, il y en a un à 40 km auquel je ne recommande pas de s'arrêter parce que franchement, c'est trop tôt. Et le second à 83 km. Sur le médio fond d'eau, c'est celui-là qu'il faut choisir. Grand fond d'eau, peut-être, ça dépend si vous avez besoin. Si votre objectif est de vous qualifier, vous devrez vraiment essayer d'éviter de vous arrêter ou de ne vous arrêter que très brièvement pour prendre de l'eau. Ayez assez de gel avec vous pour faire la distance. L'idéal, c'est d'avoir une assistante au poste de ravitaillement qui puisse vous aider les bidons. Donc, un ami ou quelqu'un du club ou je ne sais pas, votre femme, votre mari qui peut vous passer les bidons. Ça, c'est l'idéal. Comme ça, vous avez que à ralentir, mais ne pas vous arrêter. Bon, je vais finir avec quelques astuces pour aller plus vite. La première,
et c'est assez évident, mais c'est fou comment les gens oublient parfois, est d'avoir un vélo en parfait état. Et il serait vraiment trop bête d'avoir une crevaison qui soit évitable ou un problème mécanique. Donc, et si vous n'êtes pas suffisamment mécanicien pour pouvoir le faire vous-même, bah, l'amener chez votre vélociste pour le faire dans les jours avant la course. Mais ne prenez pas la chance de ne pas vérifier votre vélo. C'est vraiment trop bête. Le deuxième astuce consiste à être aussi efficace que possible sur les montées. L'astuce ici est de garder le haut du corps immobile et détendu et à concentrer toute son énergie sur les jambes. Essayez de garder un coup de pédale souple et fluide. Comme ça, c'est vraiment une utilisation efficace de l'énergie que vous avez dans le corps. Petite astuce, lorsque la pente se dresse plus, lorsque ça devient plus pentu, surtout sur des 10, 11, 12%, vous devez baisser vos talons et verrouiller vos chevilles. Ça aide à monter ces pentes raides. Et également, il est important de se mettre en danseuse fréquemment, surtout dans les sections les plus raides, ou si vous ou si vous commencez à perdre la roue de quelqu'un devant. Cela permet de mettre un peu plus de force pendant un moment parce que vous mettez tout le poids de votre corps et cela modifie aussi les schémas de recrutement des muscles et donc aide à lutter contre la fatigue. Alors, troisième astuce, il est étonnant de constater le nombre de personnes qui ne le font pas. Vous devriez pédaler dans les descentes chaque fois que vous pouvez le faire en sécurité. Évidemment, si vous êtes déjà à 70 km par heure, il y a un virage qui arrive, vous arrêtez de pédaler. Mais dès que vous pouvez, pédaler pour aller un peu plus vite. Pour très peu d'énergie, vous obtenez une vitesse supplémentaire qui est presque gratuite et vous faites circuler mieux votre sang dans les jambes pour éviter de vous enraidir et peut-être de provoquer des crampes lors de la prochaine montée. Donc, ce n'est pas qu'une question de vitesse, c'est aussi pour mieux préparer votre corps pour la prochaine montée. Oh, quatrième astuce, les relances dans les creux. Donc, faire une relance dans le creux est important lorsqu'une descente mène directement à la montée suivante. Ce qui arrive plusieurs fois sur ce parcours. Là c'est le parcours médio fondo, mais c'est évidemment la même chose, enfin similaire sur le grand fondo. Il y a pas mal d'endroits où la descente mène directement sur la remontée. Donc, en ce cas-là, essayez d'aller à la tête du peloton ou le groupe dans lequel vous roulez vers la fin de la descente. Et vous allez atteindre le bas de la descente et le début de la montée suivante à la vitesse et la cadence les plus élevées possibles. Maintenez votre cadence élevée en changeant de vitesse lorsque vous ralentissez et en ce cas-là, l'énergie, l'inertie qui est dans vos jambes, ça vous aide à faire les premiers hectomètres de la montée quasiment, ça passe quasiment sans effort. On n'a vraiment pas l'impression de faire un effort. Voilà. Alors, l'autre intérêt d'aller à la tête du peloton vers la fin de la descente, c'est évidemment lorsque ça mène directement dans une remontée, le peloton a tendance à se ralentir et à prendre toute la largeur de la route. Donc, si vous arrivez derrière eux, ben, vous êtes bloqué par les gens qui sont ralentis et qui bloquent la route et vous allez perdre beaucoup de vitesse et vous êtes obligé de vous relancer. Donc, à éviter. Alors, le point 5 est de ne pas perdre de temps à cause de vos vêtements, ce qui peut être un véritable défi, surtout si le départ est très froid et que le temps se réchauffe par la suite, parce que vous allez vous retrouver beaucoup trop chaud. Alors, tout d'abord, évitez autant que possible d'avoir à enlever quoi que ce soit. Partez avec le minimum possible. Évidemment, cela dépend des conditions météorologiques. Et c'est sûr que s'il fait froid et encore plus s'il pleut, vous allez être obligé de partir probablement avec une veste, à moins que vous êtes vraiment euh, pas frileux du tout, du tout, du tout. En général, la meilleure chose est de partir avec un gilet et des manchettes.
bien que cela puisse ne pas suffire s'il fait froid et humide. Si vous devez enlever quelque chose, la sécurité d'abord. N'enlevez pas votre veste en roulant euh, que si vous êtes dans un contexte sûr et si vous êtes absolument certain de pouvoir le faire sans dévier de la ligne droite. Donc, il faut vraiment savoir le faire. Enlever un veste en roulant, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ne le faites pas si vous ne savez pas faire. L'avantage, évidemment, d'un gilet et des manchettes est que vous pouvez facilement vous adapter à des températures élevées en ouvrant votre gilet et laissant briller et en baissant les manchettes. Ensuite, donc ça c'est dans une montée. Ensuite, dans la descente, s'il fait encore froid, ben, vous pourrez assez facilement les remonter et fermer le gilet. Enfin, sixième point qui paraît évident, mais encore une fois, c'est fou comment les gens perdent du temps en s'arrêtant. Minimisez vos arrêts ou, de préférence, ne vous arrêtez pas du tout si vous pouvez. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous souhaitez d'autres conseils, consultez la chaîne Alpine Cols sur YouTube ou envoyez-moi un email info@alpinecols.com. Bonne chance, restez prudents et bonne course le 19 mai.